Maintenant, je laisse la parole à Monsieur Alexandre Minuzo. Merci beaucoup. J'espère que vous voyez ma présentation. Donc, je voudrais remercier tout d'abord l'équipe de SolarAbic pour nous avoir invités à cette discussion et on va pouvoir partager notre regard en tant qu'organisme d'inspection et notamment les évolutions que l'on a vues sur la partie amont de la chaîne de valeur, notamment en fabrication. Donc, on va vous présenter notre société, porter notre regard sur l'évolution de la technologie photovoltaïque et notre point de vue sur la façon dont on est arrivé à des panneaux plus grands et à puissance plus élevée. On a une très bonnes informations avant de la part d'Atem. On va essayer d'apporter quelques éléments si on peut. Et enfin, apporter aussi des outils aux sociétés, à tous ceux qui nous regardent et qui achètent des panneaux et qui voudraient réduire certains risques auxquels ils sont parfois exposés. Donc, un petit point sur STS. On est un organisme qui a un petit peu plus de 10 ans, accrédité dans le domaine de l'inspection, ce qui nous permet donc de faire des inspections sous certaines références et normes, avec des procédés très encadrés. On a jusqu'à aujourd'hui inspecté environ 20 gigas de fabrication de panneaux, en grande partie en Chine, là où on est implanté. Mais vous verrez juste après qu'on a des équipes un petit peu partout. On a fait pas mal de projets, surtout au Moyen-Orient, un petit peu en Afrique du Nord également. Et notamment, on a participé à l'inspection sur la production de panneaux photovoltaïques sur un site de 1,2 gigawatts dans le Moyen-Orient, qui est aujourd'hui le plus grand parc photovoltaïque. Nos activités, on est spécialiste dans l'inspection, donc on a une grande équipe d'inspection, certainement la plus grande actuellement dans le domaine, ce qui nous permet de pouvoir réagir vite et puis de faire du contrôle très poussé en usine. Au-delà de ça, on fait aussi pas mal d'audits et de conseils, et puis on travaille avec des laboratoires pour avoir des solutions complètes à offrir à nos clients qui souhaitent contrôler la qualité de leurs panneaux photovoltaïques avant le départ des usines. On agit depuis 2010 sur la partie panneaux photovoltaïques et on a agrandi notre rayon et on s'attaque également à la partie balance of system, donc avec des transformateurs, des onduleurs et depuis quelques années maintenant dans le stockage d'énergie. On est implanté énormément en Chine, c'est là qu'on a le plus grand nombre de nos inspecteurs, mais en termes d'inspection, on est également implanté en Asie du Sud-Est, avec la Malaisie, le Vietnam, la Thaïlande et depuis peu Taïwan. Et on sert en général les EPC, les développeurs, les énergéticiens qui installent très souvent de grands parcs, mais pas que. Ça peut aussi toucher des acteurs qui achètent des tailles de lots un petit peu plus réduites. Dans notre regard sur l'évolution des panneaux photovoltaïques et de la puissance notamment, puisqu'on voit que, et notamment l'an dernier, il y a eu une énorme augmentation de la puissance des panneaux. On ne parle pas forcément d'efficacité ou de rendement, mais on parle de puissance des panneaux, plus de 30%, c'est ce que nous, on a observé en ligne de production. Donc des panneaux qui produisent plus de puissance à l'unité. Et la première interrogation, c'est est-ce que la technologie a changé? Et lorsqu'on regarde, je pense qu'on a eu de très bonnes justifications de la part d'Atem. Il n'y a pas eu de révolution sur le panneau photovoltaïque. Lorsqu'on regarde la puissance des panneaux, la puissance annoncée par les fabricants,
sur les technologies qu'ils amènent sur le marché, on voit même que les efficacités, les rendements de panneaux à haute puissance ne sont pas forcément supérieurs à celles de panneaux de 500 watts, par exemple. Donc, qu'est-ce qui a vraiment changé? C'est ça vraiment l'interrogation. Et qu'est-ce que ça entraîne comme défi pour les acheteurs? La façon dont chez STS, on perçoit un produit, donc n'importe quel produit, mais en l'occurrence le panneau photovoltaïque, comment se décompose un produit et donc comment est-ce qu'on peut le faire évoluer. Le produit se décompose pour nous en 3 catégories: les composants, le design du produit et enfin le process de fabrication. Donc c'est là-dessus qu'on va porter notre analyse. Et tout d'abord avec la partie composants. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué dans la partie composants? Encore une fois, Atem a fait une bonne explication de la transition de la chaîne de valeur vers le monocristallin. Et c'est un très bon regard, puisque les fabricants sont eux qui décident des changements du marché. Et on voit qu'historiquement, le monocristallin était le plus implanté, notamment parce qu'il utilisait une technologie de fabrication qui était celle du semi-conducteur, qui était lui une industrie très implantée. Et ensuite, il y a eu l'émergence de la technologie du multicristallin, notamment due à une pénurie de silicium et à une recherche de coûts inférieurs en production. Et donc, le multicristallin a quand même perduré pendant pas mal d'années, jusqu'à ce qu'aux alentours de l'année 2014, il y ait de nouveau un retournement et le monocristallin reprenne le pas. On va voir juste après que finalement, le monocristallin est vraiment l'élément dominant. Puisque lorsqu'on regarde les chiffres annoncés il y a seulement quelques mois, le monocristallin a cannibalisé le marché quasiment. Et aujourd'hui, tout le monde ne parle quasiment que de monocristallin. À l'intérieur de monocristallin, on a la technologie P-Type basée sur le bore et N-Type basée sur le phosphore. Et ces deux technologies-là sont en concurrence aujourd'hui. Le P-Type reste quand même dominant, mais on va voir que sur les prochaines années, c'est le N-Type qui va petit à petit venir par des technologies sensiblement différentes. L'objectif reste d'améliorer le rendement des cellules, et donc d'avoir une puissance au mètre carré des panneaux qui soit bien supérieure. Et maintenant qu'il y a une chaîne de valeur qui est basée énormément sur la technologie monocristallin, un des grands défis pour les fabricants, c'est justement de créer plus de puissance au mètre carré. Et une des façons d'y arriver, c'est de laisser de moins en moins de surfaces qui ne produisent pas d'électricité. Donc pour ça, il y a eu au fil des années une transition et un changement de la taille des wafers, des plaques, et que l'on peut observer ici. On voit que la taille des plaques s'est agrandie au fil des années. Et en 2020, on a eu vraiment un shift entre deux catégories de plaques. Les plaques M10, où Jinko est un des leaders, et sur lequel il y a des gains qui sont avérés sur notamment les aspects logistiques. Et une autre technologie, ou en tout cas une autre dimension de plaque, qui est la technologie G12 et qui est, elle, adoptée par un autre groupe de fabricants. Donc, on a aujourd'hui deux groupes de fabricants qui s'affrontent et qui essaient d'imposer leur technologie. La résultante
c'est qu'au final, les panneaux doivent s'adapter à ces composants. Et donc, au-delà du composant, on a le design du panneau qui doit s'adapter, et notamment en termes de dimension. Donc là aussi, au fil des années, et on l'a bien vu sur la présentation précédente, les panneaux sont devenus plus grands. Et ce que l'on voit, c'est qu'en R&D, il y a encore du travail qui est effectué pour continuer d'agrandir la taille des panneaux. Alors, ça veut dire d'autres contraintes en installation. Sur des parcs photovoltaïques, des grands panneaux, c'est peut-être un petit peu plus acceptable. En toiture, c'est beaucoup plus compliqué parce que ce sont des panneaux qui sont également bien plus lourds. Mais les fabricants sont vraiment partis dans une direction où on fabrique des panneaux de plus en plus grands. Lorsqu'on regarde comment le processus de fabrication s'est adapté à ces nouveaux produits, depuis pas mal d'années, on voit un énorme effort consenti par les fabricants pour automatiser leur outil de fabrication. Ce qui est une bonne chose parce que ça permet de mieux maîtriser et de stabiliser le process, donc réduire certains défauts, réduire l'intervention de la main-d'œuvre qui est souvent la source de petites non-conformités. Mais ça veut dire qu'il faut mieux maîtriser l'outil et que lorsqu'on a des changements dans le process, il faut que les machines puissent évoluer. Et c'est souvent un grand défi pour les fabricants de panneaux, c'est de pouvoir faire évoluer leur outil de production. On parle énormément de soudure et il y a eu des transitions qui ont été pénibles pour les fabricants parce qu'il fallait réinvestir dans les machines. On voit que c'est parfois des freins à l'entrée, des barrières à l'entrée pour certains acteurs un petit peu plus petits, alors qu'un acteur majeur a une capacité d'investissement qui reste assez importante. Et donc des process de fabrication qui ont évolué avec également des contraintes qui vont avec. Donc on a parlé de soudure qui se font sur des fils maintenant et sur des cellules qui sont également découpées, ce qui permet une légère augmentation de la puissance des panneaux au final. Mais ça veut dire que voilà, il faut s'adapter à ces changements-là. Et ce changement, en fait, on arrive avec des produits qui sont nouveaux, certains fabricants ont fait beaucoup d'efforts pour tester leur technologie, d'autres moins, mais ils se doivent de suivre la mouvance. Et donc, pour les acheteurs, il y a plusieurs idées qui se confrontent et parfois un manque d'informations. Donc, on va essayer d'expliquer ce que nous, on voit. STS publie régulièrement des mémos techniques pour partager notre connaissance et ce que l'on voit, nous, sur site. Et donc, on a un mémo qui est consacré justement aux panneaux de grande taille et à différents risques qui ont été observés. Donc, on ne va pas aborder tous les aspects. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir accès à l'intégralité de ce document. Mais on va aborder en tout cas quelques risques qui entraînent certaines décisions de la part des fabricants et puis parfois des décisions de la part des acheteurs dans le choix de technologies ou de fournisseurs. Le premier risque, c'est qu'avec des plaques plus grandes et avec des plaques qui ont une épaisseur qui a tendance à se réduire, ou en tout cas qui va pas s'épaissir pour avoir des réductions dans la consommation de silicium au watt-peak, on va avoir des plaques qui sont en fait beaucoup plus sensibles et beaucoup plus soumises à des risques de casse. Donc, c'est un travail très délicat, même si le process aujourd'hui est pas mal automatisé.
ça en reste un défi important. Ça reste un défi important également sur le traitement des wafers, puisqu'on a une surface plus importante et on veut garder une homogénéité sur toute la déposition et sur tous les layers d'un wafer. Et pour garder cette homogénéité, il faut un petit peu de temps avant que le process de fabrication s'adapte. Lorsqu'on parle de transformation de la cellule maintenant en panneau, on a également d'autres contraintes qui s'ajoutent. La soudure reste un des points vraiment principaux parce qu'il y a un ajustement des machines à effectuer. Lorsqu'un fabricant veut pouvoir produire dans un même atelier 2 types de produits, donc avec des types de soudure différentes, avec des tailles de cellules qui sont différentes parce qu'elles sont coupées à différentes jonctions, c'est un travail d'adaptation, de calibration des machines et ça prend du temps, ça prend de la connaissance. Il y a d'autres contraintes également en production, ne serait-ce que flasher un panneau, obtenir la puissance d'un panneau par un flash. Le panneau ayant une surface plus grande, il faut adapter l'outil également avec une distance de la lampe qui sera plus importante. Et ce n'est pas forcément évident en ligne de production de changer de machine, de rajouter de la place. Souvent, on voit des fabricants qui ont des difficultés à changer de technologie simplement parce que leurs ateliers n'ont pas la place suffisante pour rajouter des machines ou pour changer des machines de nouvelles technologies. Et certains fabricants s'adaptent, certains fabricants sont capables d'investir et d'autres bricolent et c'est parfois là que le risque devient plus important. Puis parfois, sur la partie design, conception du parc photovoltaïque, le choix du reste des composants doit s'adapter également. On a vu des problèmes intervenir sur site, non pas à cause des panneaux, mais à cause des autres composants qui n'étaient pas adaptés aux panneaux. On parle de trackers, on parle de structures, mais également d'onduleurs. Les onduleurs doivent s'adapter à des panneaux qui vont avoir une tension plus importante. Donc, il y a également pour les acheteurs un travail à faire sur le dimensionnement du projet et il faut savoir s'entourer d'acteurs qui ont cette connaissance du changement de la technologie. Donc, comment réduire les risques qui sont associés à ces panneaux de grande taille et à puissance importante? Ce qu'on souhaite partager, c'est le principe de l'assurance qualité, c'est-à-dire en premier lieu, planifier un partenariat avec votre fournisseur. Sachez quels sont les garde-fous qu'il va falloir mettre en place et comment aborder votre relation avec votre fournisseur. Ça passe par la préparation d'un plan d'assurance qualité, le plus souvent. Le plan d'assurance qualité qui reste un document assez général, mais qui aide à établir des règles sur la façon dont vous allez sélectionner un fournisseur, son produit, vérifier sa qualité et comment vous allez pouvoir gérer certains problèmes qui peuvent intervenir de façon logistique ou qualité. Pour ça, on a une sorte de référentiel de standard que l'on a mis à disposition de nos clients, qui est en fait un cahier des charges technique sur des prérequis en termes de qualité qui sont amenés auprès du fabricant de panneaux et qui permettent de mettre en place un niveau de minimum qualité, de décrire comment le panneau photovoltaïque peut être contrôlé en fabrication.
et qui permet derrière de faire un contrôle sur des points précis. Ce standard est en fait une possibilité également d'évoluer en même temps que la technologie évolue. On a fait évoluer notre standard lorsque les panneaux bivers sont apparus sur le marché, lorsqu'il y a eu des changements dans les process de fabrication, c'est-à-dire des cellules coupées, voire du multi-bus bar. Et donc, on peut faire évoluer le standard sans faire évoluer le plan de qualité. Et ça, c'est très utile. Pensez également à avoir un contrat qualité avec votre fournisseur qui va permettre justement de formaliser ces règles. Une fois que vous avez établi votre partenariat, ce qui est important, c'est d'évaluer vos fournisseurs ainsi que leurs produits. Donc, évaluer le fournisseur, ça, en général, on sait faire, c'est-à-dire un audit du fabricant sur plusieurs aspects, selon ce que l'acheteur souhaite, avec forcément un travail précis sur la partie process de fabrication. Et enfin, le deuxième aspect qui est très important, surtout dans le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va évaluer le produit. Sur certaines technologies, on a vu dans la présentation Jinko, on peut faire appel à des rapports de laboratoire indépendants qui sont déjà disponibles et qui permettent d'identifier si la technologie et le produit qu'on a en face marchent et quel va être son niveau de performance en situation de laboratoire, mais avec quand même des tests très poussés. Donc, vous avez des organismes de type RITC ou PVL, XDNVGL qui publient des rapports permettant, par exemple, à Jinko de voir où est-ce qu'il se situe en termes de performance dans l'industrie. Et qui permettent donc d'avoir un regard sur cette performance. Parfois, ces rapports ne sont pas encore disponibles puisque les technologies sont nouvelles. Et ce que STS recommande de faire, c'est de faire un travail sur la partie développement produit du fabricant. Comment est-ce que le fabricant a développé son produit? Sur quelle base? Est-ce qu'il a fait du NPI? Est-ce qu'il a suivi une méthodologie différente, peut-être plus proche de la PQP? Et quels résultats il a obtenus? Donc, comprendre quelle a été la démarche de développement du produit utilisée par le fabricant. Et ça va nous rassurer sur le fait que les composants ont été bien choisis, que le design a été testé pour savoir s'il est résistant, notamment sur une charge mécanique importante. Ou comprendre si le process de fabrication a été adapté ou si ça n'a pas été encore mis en place. Donc, ça permet d'avoir une compréhension du niveau de maturité du fabricant. Et c'est là que très souvent, on voit la différence entre des acteurs qui sont leaders, qui ont fait ce travail de développement, et puis des acteurs qui sont plus suiveurs, qui vont juste s'adapter à ce que la concurrence fait en essayant de répliquer ce qu'ils ont compris des nouveaux produits des concurrents, mais sans avoir vraiment assimilé ce qu'un grand fabricant a assimilé pendant ce processus de développement. Donc ça, c'est vraiment notre recommandation. Lorsque un rapport de test indépendant n'est pas disponible, travailler sur la partie développement du produit. Et tenir compte des contraintes spécifiques des projets. C'est très important parce que justement, les contraintes sur site doivent changer, doivent s'adapter à des panneaux de dimensions différentes qui ont des caractéristiques électriques différentes. Donc, pensez vraiment à présenter vos caractéristiques techniques, étudier le dimensionnement du projet et vous assurer que le produit soit adapté au design du projet. C'est très important. Enfin, contrôler que toutes les pratiques et tout ce qui a été décrit en amont, c'est-à-dire quel produit, quel design, quel process, quel composant, soit bien reproduit lors de la production de masse. Donc,
ce que fait un organisme comme STS, c'est du conformity assessment avant production pour s'assurer que toutes les conditions soient réunies pour lancer une production dans les meilleures conditions. Surveillance de production, en général, ce que l'on fait, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, présence en usine. Et ensuite, des retests sur des échantillons, alors que ce soit en usine ou dans des laboratoires, le plus souvent externes. Et supervision pendant la mise en container, après quoi STS est Monsieur capable de délivrer. Minuzo, excusez-moi, je vais vous interrompre. Est-ce que vous pouvez finir en 2 minutes à peu près? Je suis à 2 minutes de la fin, donc c'est parfait. Merci beaucoup. Et donc, voilà, émettre un certificat de conformité à la fin du contrôle. Et enfin, suivez donc votre relation fournisseur. Donc, continuez avec vos fournisseurs à voir si, à étudier leur performance, à effectuer des plans d'amélioration et à mettre à jour votre plan d'inspection et de test. Donc, pour rapidement finir, voilà, on a fait le point sur le fait qu'il y a eu des évolutions dans la chaîne de valeur, pas forcément un grand changement en termes de technologie, mais des évolutions plus techniques, on va dire. Et donc, de nouvelles technologies qui arrivent sur le marché présentent parfois des risques selon très souvent les acteurs. Donc, il y a des solutions qui sont en place, il y a un niveau de maturité qui commence à grandir dans l'industrie et qui permet d'avoir un meilleur recul sur des panneaux qui continuent de changer, d'évoluer en taille et en puissance. Voilà, je vous remercie. Je suis désolé d'avoir